beaucoup, chers téléspectateurs de Sénévision. Ce dimanche 24 mars 2024, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour choisir leur président de la République qui va succéder au président de la République Macky Sall, qui ne se présente pas pour un troisième mandat. Alors, 19 candidats sont à lice. Avant qu'on en arrive là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi des désistements. Et aujourd'hui, pour parler de tout cela et de la situation du pays, nous recevons sur ce plateau le leader du mouvement Askanu Sénégal, Abdou Khadre Sall. Bonjour Abdou Khadre. Bonjour Ismaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Alors, je l'ai dit tantôt, Abdou Khadre Sall, vous faisiez partie des candidats déclarés à la présidentielle de la République du Sénégal. Votre candidature n'a pas été retenue. Alors, avant de revenir un peu sur la situation actuelle, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, votre candidature, et pourquoi elle a été rejetée? Alors, je pense qu'on a déjà fait plusieurs interventions là-dessus au niveau des chaînes locales, mais aussi internationales également. Il y a un processus électoral qui a été biaisé depuis le début, puisque on nous a demandé, pour pouvoir être candidat, donc de répondre de certains nombres de critères, notamment parmi lesquels on a le parrainage. On est allé faire le tour du Sénégal, on a fait une caravane outil parrainage pour Askanu Sénégal, qui a récolté plus de 70 000 signatures. Donc au moment de déposer, nous avons déposé tout notre dossier au complet. Malheureusement, pour des contraintes bancaires, vu avec les jours fériés, notre attestation notre chèque certifié n'a pas pu être émis dans les délais. Quand on est arrivé au niveau de la CDC, on n'a pas pu avoir l'attestation CDC qui nous aurait permis d'être... C'est ce qui a valu le rejet de votre candidature. C'est ce qui a valu le rejet de notre candidature, que je souligne au passage, parce qu'on a été quand même au Conseil constitutionnel, on a déposé notre dossier et les organes du greffe nous ont confirmé qu'on pouvait, dans tous les cas, donner notre dossier puisqu'il était recevable en l'état, et qu'au moment du contrôle des parrainages, une fois que nos parrainages seraient validés, on pourrait être retenu, puisque en ce moment-là, notre chèque aurait été envoyé à la CDC pour une autorisation, une attestation ultérieure. Alors, malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque devant le président du Conseil, on nous a complètement expliqué que notre dossier était incomplet. Pourtant, ils l'ont quand même pris, tout en le sachant. Donc, ils vous ont notifié que le dossier était incomplet. Alors, Abdou Khadre Sall, vous avez toujours soutenu que cette élection était biaisée d'avance. Oui. Entre-temps, on a vu le président de la République prendre un décret en reportant l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que tout ce qui s'est passé entre-temps réconforte votre pensée par rapport à l'organisation de cette élection? Oui, alors, parce que, moi, je fais partie du collectif des candidats spoliés. Ce collectif-là, depuis le début, et c'est là où je persiste dans cette dynamique-là, c'est qu'au sortir des premiers tours des résultats de contrôle de parrainage du Conseil constitutionnel, tous les candidats, tous quasiment, on va dire à hauteur de 95%, sont sortis et ont dénoncé le processus électoral, puisqu'ils avaient vu que déjà il y avait peu de passages, ils avaient vu déjà que le système était ténébreux, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et que d'autres étaient reportés au second tour. Donc on a créé ce fameux collectif et on avait fait le fameux communiqué de presse, donc des 27 signataires dont je faisais partie, et d'autres éminentes personnalités, bien entendu. Sauf qu'au lendemain du second tour, certains parmi ces gens-là sont passés. Malheureusement, donc ils nous ont laissé en cours de route. Ils ne portaient plus le combat. Ce qui montre que ils étaient là carrément pour leurs intérêts personnels et pas pour un combat collectif, pas pour un combat pour les citoyens. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et je l'ai dénoncé, je pense, dans une télévision locale où j'ai expliqué, j'ai même donné des noms des gens qui étaient là vraiment pour vraiment leurs ambitions personnelles et pas mettre le pays au centre de leurs préoccupations. Et ça, je l'ai déploré vivement. Alors, juste après la création de ce collectif-là, vous avez été reçu par le président de la République. Alors, il paraît que vous étiez contre l'idée d'aller rencontrer le président de la République. Effectivement. Donc, parce que quand il a fallu faire savoir à l'opinion nationale et internationale
quand même nos inquiétudes sur ce processus qui était biaisé, qu'il y avait plus d'une quarantaine de candidats qui quand même ont amené des parrainages légaux et qui n'ont pas pu les exprimer finalement, parce que c'est quand même des Sénégalais qui leur ont fait confiance et qui les ont parrainés. On a décidé d'écrire aux autorités, enfin de dénoncer aux organisations internationales, aux organisations européennes, aux ambassades, etc. Et l'idée d'écrire au président aussi était venue. Donc cette idée-là qui a été portée par l'ancien Premier ministre, on a trouvé que bon, c'était quand même une manière de dénoncer, mais pas de demander en retour qu'on soit reçu. Mais c'était une manière de lui dire que ce processus qu'aujourd'hui, dont vous êtes le garant, clairement, est biaisé depuis le début. Tous les candidats, quasiment à l'unanimité, ont reconnu cela. Et on tient à vous alerter là-dessus et vous dire que vous devez faire le nécessaire pour rétablir les choses et les candidats floués dans leurs droits. Suite à cela, le président a décidé quand même de recevoir. Dans la lettre, je précise qu'il n'a pas été question de demander une audience au président, mais plus de lui, de l'informer de la situation qu'il savait déjà, puisque quand même, je pense que c'est l'homme le plus informé en tout cas du pays, parce que j'imagine que quand on est président de la République, on doit quand même avoir les informations en primeur. Et il nous convoque la veille pour le lendemain, donc 18 h pour le lendemain. Et moi, j'ai trouvé que c'était d'un ridicule qui ne disait pas son nom. Et j'ai dit clairement à mon opposition dans le groupe des spoliés en leur disant qu'aujourd'hui, il ne pourra pas vous dire plus que je ne peux pas intervenir après une décision du Conseil constitutionnel. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai déploré cet épisode. Mais en tant que spolié aussi, on se devait d'être solidaire par rapport à cette invitation du chef de l'État, alors, qui a été voté à la majorité quand même. Alors le président de la République qui vous dit clairement qu'il ne peut pas faire plus que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Entre-temps, il y a aussi une autre affaire de corruption visant des membres du Conseil constitutionnel. Le président qui prend décision de suspendre l'élection jusqu'à nouvel ordre. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Est-ce que votre position a été donc de soutenir ce report d'élection présidentielle, ou bien vous étiez pour que l'élection se tienne dans les délais? Alors, tout le monde voulait que le président Macky Sall quitte le pouvoir. Ça, c'est un fait. Je pense que tous les Sénégalais aujourd'hui en sont conscients. Mais on voulait aussi que le nouveau président qui arrive pour prendre les rênes du pays soit quelqu'un de très bien élu. Pour cela, il fallait que le processus ne soit entaché aucunement, et que tous les candidats soient de manière inclusive, s'ils ont bien entendu leur parrainage et tous les documents légaux qui leur permettent, se qualifient, qu'ils fassent campagne, et celui qui sera élu serait le meilleur. Donc à partir du moment où on dit que l'organe judiciaire le plus haut du pays, à savoir le Conseil constitutionnel, est entaché de corruption, de supposée corruption, bien entendu, qu'il y a des doubles nationalités dans le lot, donc il était nécessaire aussi quand même de faire quelque chose. C'est en ce sens où là, moi, j'ai dit que le décret du président de la République, c'est vrai qu'à 10 heures d'une campagne, c'était quand même un peu osé. Clairement, il a pris ses responsabilités. Mais après réflexion, nous, on a dit, vaut mieux cela que le contraire. Pourquoi? Parce qu'au moins, on va remettre les pendules à l'heure, et en ce moment-là, on rétablira les droits de ceux qui ont été biaisés. Puisque nous, on a de toutes les façons combattu pour que le processus soit remis à plat, pour que nous autres spoliés puissions aussi faire valoir nos droits, parce que c'est aussi de nos droits dont il s'agissait. Nous avons salué cela parce que c'était de l'engagement, de la responsabilité, mais ça aussi, on l'a eu parce que quelque part, il y a le PDS qui
a, en quelque sorte, avec sa commission parlementaire, fait accélérer les choses. On reviendra un peu sur la position du Parti démocratique sénégalais sur cette affaire. Mais on a vu, avant qu'on en arrive là, un dialogue avait été convoqué par le président de la République. Oui. Un dialogue pour lequel vous étiez contre parce que vous disiez que ce n'était pas représentatif. Oui, on a vu en 2019. Effectivement, après le report de cette élection présidentielle, le président qui convoque un autre dialogue, vous avez changé d'avis entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, parce que cette fois-ci, moi, j'étais un acteur dans la situation, puisque, comme je vous dis, je suis un candidat spolié. Donc, quand, dans un pays, quel que soit le pays d'ailleurs, il y a une difficulté politique, une impasse politique, à un moment donné, c'est à travers le dialogue qu'on trouve des solutions. Permettez-moi de vous dire que quand même, qu'on ne le dise pas assez, mais ce dialogue-là a permis quand même d'avoir une loi d'amnistie. Qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une chose. Mais cette loi d'amnistie a permis aujourd'hui à des personnalités, notamment M. Ousmane Sonko et son candidat M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de pouvoir sortir et aujourd'hui de pouvoir prétendre avoir la parole et de pouvoir s'exprimer pleinement dans cette campagne et de se ressusciter l'espoir qu'ils avaient avant d'aller en prison. Donc je pense que ce dialogue-là, quoi qu'on puisse dire, c'était un pas quand même important dans cette dynamique-là. Après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une chose, mais nous, Askanou Sénégal, c'était quelque chose qui allait dans notre sens puisque, comme je le dis tantôt, depuis le début, on se bat parce qu'on a estimé qu'on a été spoliés, nos droits ont été bafoués. Et une fois qu'on a l'occasion d'en discuter et de les remettre et qu'on puisse nous remettre corriger ces exactions clairement du Conseil constitutionnel, dire non serait incohérent par rapport à notre position. Donc c'est une des raisons qui m'ont poussé à aller à ce dialogue où des consensus ont été trouvés. Et comme je l'ai dit dans une autre de vos concurrents, j'ai expliqué que dans la salle, moi je faisais partie de la salle date et qui participe. Certes, il n'y avait pas les 19 candidats, mais on sentait qu'il y avait quand même des gens qui les représentaient, sans doute inconnus, parce qu'à chaque fois que quelqu'un prenait la parole... officieux donc de ces candidats. Officieux de ces candidats-là. Donc parce qu'à chaque fois que quelqu'un prenait la parole, on sentait clairement qu'il avait une appartenance. Il avait une appartenance. Et d'ailleurs, ce jour-là, ce qui avait vraiment frappé les gens, c'est que une personne avait parlé pour M. Ousmane Sonko et l'avait tellement défendu que même M. Ousmane Sonko, s'il était là-bas, ne se serait pas défendu aussi bien. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force d'une démocratie qui avance. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le consensus, finalement, fait foi, même si malheureusement, le Conseil constitutionnel est resté dans sa position, et je l'ai encore toujours dit, nous, on n'a jamais été vindicatifs par rapport au Conseil constitutionnel, parce que c'est quand même la plus haute autorité judiciaire du pays, mais on a toujours dit que, comme c'est des sages, ils vont peut-être regarder leurs décisions, réétudier le cas de ces candidats dits spoliés, dont certains sont vraiment légitimes, et éventuellement donner une solution. Après, ils ont décidé, donc c'est la démocratie, on s'y tient. Alors, ceux qui ont soutenu le report de l'élection présidentielle, c'est entre autres les candidats spoliés, une mouvance dirigée par le Parti démocratique sénégalais, et par surprise aussi, la mouvance présidentielle. Les députés du pouvoir ont aussi soutenu ce report de l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que quelque part, le pouvoir ne voulait pas aller aux élections présidentielles? Ils ont été soupçonnés. Alors, il faut savoir que à un moment donné aussi, des intérêts se sont croisés. Tout le monde sait que le candidat choisi de la mouvance présidentielle, aujourd'hui, ne faisait pas l'unanimité, en tout cas en ce moment-là, au sein de sa mouvance. Le candidat du PDS, quand même, a été écarté, d'après lui, de manière injuste. Et nous autres, spoliés, on avait aussi un contentieux à gérer avec le Conseil constitutionnel. Donc quand ces trois intérêts-là se sont réunis, finalement, ça devient explosif et ça crée ce que cela a créé. Je pense que si c'était un petit mouvement ou un petit parti qui avait demandé cela ou qui avait jugé, accusé,
à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, on ne sait pas, mais qui avait accusé un juge du Conseil constitutionnel, je pense que l'issue serait autre. Mais venant d'un parti quand même qui a ses racines, qui a une histoire, qui a géré ce pays, non, le président ne pouvait pas être insensible à cela. Et donc, comme je l'ai dit lors de ma dernière intervention, moi j'estime que c'était responsable parce que quelque part aussi, ça donnait la possibilité à ces dits spoliés de pouvoir quand même être rétablis dans leurs droits. Et après, la démocratie ferait la suite, voilà, pour le reste. Alors, malgré tous ces remous, le président de la République qui reporte l'élection, qui convoque un dialogue, tout ce qui s'est passé entre-temps, le Conseil constitutionnel est resté sur sa décision et l'élection présidentielle se tiendra avant le 2 avril. Oui. Est-ce qu'Abdou Khadre Sall est toujours, avec cette idée que l'élection devrait être reportée où il est maintenant? Non, à partir de là, c'est-à-dire que moi je l'ai dit aussi, et on a fait une déclaration là-dessus, en disant que on a fait des recours. Donc tous les recours aujourd'hui ont échoué. Et en démocratie, une fois qu'on aura épuisé tous les recours que la réglementation nous permet, après il faudra s'y faire et passer à autre chose. Donc nous aujourd'hui on est passé à l'étape d'après, c'est-à-dire celle de préparer les prochaines échéances. Et nous suivons tout ceci quand même avec un œil un peu critique, clairement, parce que un processus qui est biaisé depuis le début, souvent, quand ça découle à une élection d'un président, ce président-là ne représentera pas vraiment, il sera tout de suite critiqué. Et c'est ce qu'on voulait éviter à ce cher pays, le Sénégal, parce qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins avec la découverte de ses ressources premières au pays, avec la situation du Sahel également. La situation du Sahel, donc les situations de la ceinture, on va dire, sécuritaire qui entoure le Sénégal. On a aussi surtout les pays européens, américains et autres qui ont aussi l'œil braqué sur le Sénégal. Parce que ces ressources-là sont d'une extrême importance dans la géoéconomie mondiale. C'était important que le prochain président soit à la hauteur des attentes de tous les Sénégalais et qu'il soit bien élu. Ça a toujours été mon combat. Ce ne sera pas nous, certes. Maintenant que les dés sont jetés et que le Conseil constitutionnel a dit quand même son dernier mot, on regarde ça de près et puis on voit les gens faire campagne et puis on se prononcera lors du second tour parce qu'avec 19 candidats, pour moi, il serait impensable de penser que le futur président va gagner au premier tour. Alors, depuis juin 2021, le Sénégal a vécu une série de violences inédites. On pensait que les premiers gestes du prochain président seraient de faire une reddition des comptes et situer les responsabilités, si on ne peut pas l'avoir sous le magistère de Macky Sall. Mais l'une des conclusions de ce dialogue était l'amnistie totale pour tous ces faits. Alors, est-ce que vous étiez d'accord pour cette amnistie ou bien vous étiez pour la reddition des comptes d'abord? Alors, c'est ce que je disais tantôt. Malheureusement, une amnistie ne peut pas satisfaire toutes les exigences, toutes les conditions. Il faut qu'à un moment donné, que chaque parti lâche un peu de l'Est pour qu'on puisse arriver à un consensus et avoir ce protocole d'amnistie. Si on nous avait demandé, nous, le mouvement Askanu Sénégal, bien entendu, on était opposés parce qu'on ne voyait rien qui justifiait cela. Ceci étant, il y a aussi des personnes qui ont été arrachées de leur famille et qui se sont retrouvées dans les arcades de la prison. On a des personnalités, notamment M. Sonko et M. Diomaye Faye, pour ne citer que ces deux grandes personnalités, qui étaient aussi arrachées à leur famille sans motif réel, puisque en réalité, il n'y a même pas d'instruction qui a été validée. À partir de là, pour nous, c'était aussi inadmissible que ces gens-là restent derrière les barreaux pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Donc c'était arbitraire. Donc on les appelait les détenus politiques, mais même au-delà de ces détenus politiques, il y a aussi d'autres détenus aussi également, qui sans doute ne le sont pas. Mais cette loi d'amnistie, et à côté, bien entendu, il y a nos morts.
Ces jeunes qui sont morts pour des causes sans doute qu'ils ne verront jamais. Ces jeunes qui sont morts, qui ont versé du sang. Voilà. Et qu'avec cette amnistie, on a l'impression qu'on les a balayés d'un revers de main. Et voilà. C'est pour ça que lors du dialogue, quand tout le monde a dit que cette amnistie était quand même nécessaire aussi pour la stabilité du pays, le pacte de paix, et surtout l'évolution dans la sérénité du Sénégal pour des lendemains meilleurs, il fallait que cette amnistie, au moins qu'on arrive à indemniser les familles endeuillées. Et en cela, nous, en tout cas, on a estimé que c'était pas suffisant, mais c'était déjà un premier pas pour que ces familles-là puissent faire leur deuil. Et c'est ce qui a été convenu au niveau de l'amnistie. Maintenant, le prochain président de la République, il faut savoir que peut aussi révoquer cette amnistie. Mais si c'est M. Diomaye Faye qui est président, moi je pense que ce sera difficile de révoquer cette amnistie puisque lui-même il en a bénéficié. Il est impliqué ou oui, mais, parce qu'il est bénéficiaire de cette amnistie? Oui, alors, on dit souvent qu'ils ne sont pas demandeurs, mais ils sont preneurs. Donc, à partir du moment où on est preneur, donc, après, c'est difficile de venir révoquer cette amnistie. Donc, si aujourd'hui, M. Diomaye Faye est élu président, moi, je ne vois pas comment il pourrait révoquer cette amnistie. Mais je pense que son chantier principal devra plus être dans la construction de ce pays, dans l'état de droit, donc voilà, le rétablissement de l'état de droit et surtout, l'assistance de nos compatriotes. Parce que pour avoir fait le tour du Sénégal lors de ces campagnes de parrainage, j'ai vu des choses, j'ai vu cette misère humaine, j'ai vu cette famine au fin fond du Sénégal. Et je pense que ça, c'est des chantiers urgents. C'est des chantiers cruciaux dont il doit s'occuper. Et après, pour moi, l'amnistie est désormais derrière nous. Il faut regarder de l'avant. Alors, dans quelques heures, si je peux dire ainsi, le Sénégal va choisir son futur président. Le mouvement Askanu Sénégal, il se positionne comment dans ce scrutin aujourd'hui? Alors, comme je disais tantôt, on a quand même quelques accointances avec quelques candidats. On a eu aussi quelques candidats. Parmi ces 19, il y en a 6 au moins avec qui nous nous sommes entretenus, avec qui nous avons discuté, avec qui il y a des points de divergence, mais aussi il y a certains points d'accord. Mais pour l'heure, on s'est dit, bon, on attend quand même ce fameux second tour pour pouvoir, après, in fine, nous prononcer. Parce qu'actuellement, dans l'état actuel, c'est une nébuleuse. On ne sait pas qui va où, pourquoi. Et on n'est pas des opportunistes non plus. Donc, on a un réel projet pour nos compatriotes. Donc je pense qu'au deuxième tour, l'horizon va mieux se dessiner et à partir de là, on pourra choisir avec raison le candidat qui pourra demain, selon le programme qu'on aura étudié bien entendu, diriger le Sénégal et l'amener vers des lendemains meilleurs. Alors, on va terminer sur cette question, Abdou Khadre Sall. Vous êtes un néopoliticien, si on peut le dire ainsi. Vous venez d'entamer votre carrière d'homme politique. Vous avez fait le tour du Sénégal, vous avez recueilli plus de 70 000 signatures et vous avez failli être candidat officiel à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas eu lieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'avenir d'Abdou Khadre Sall sur le plan politique? Alors, il faut savoir qu'Abdou Khadre Sall, avant tout, je suis un entrepreneur. Donc, forcément, moi, le volet économique est toujours quelque chose qui m'intéresse énormément, notamment quand il s'agit aussi du Sénégal. On va essayer de créer de l'emploi. Voilà, pour participer à cette valeur. Et vous n'allez pas attendre l'État qui sont en place Non, moi, même dans les pays où aujourd'hui nous avons des filiales, on n'a jamais attendu l'État. Parce que moi, j'estime que pour faire vivre l'économie, ça doit venir d'abord des politiques. Et que d'ailleurs, il y a plusieurs activités que l'État du Sénégal aujourd'hui fait qui auraient dû être données au privé parce que ça soulagerait les administrations et ça les rendra beaucoup plus efficaces dans les tâches qui pourraient les incomber. Donc moi j'estime que pour faire avancer l'économie, l'État c'est bien pour encadrer, mais c'est le privé. C'est des entrepreneurs comme Abdou Khadre ou comme d'autres qui doivent aller créer de la valeur, embaucher des jeunes parce que c'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, vous avez vu l'état de nos frères et sœurs qui prennent la mer au péril de leur vie. C'est parce que juste, ils n'ont pas
de quoi tenir, de quoi regarder leur famille, de quoi nourrir leur famille, de quoi même se nourrir d'abord. Et je pense qu'en les aidant, en les formant, on pourrait créer de la valeur et participer aussi à l'avènement économique du Sénégal et au rayonnement de notre pays à travers l'Afrique et à travers le monde. Merci beaucoup, Abdou Khadre Sall. Je vous remercie, Ismaël, c'est toujours un plaisir et merci à vos téléspectateurs aussi également. Merci beaucoup. C'était Abdou Khadre Sall, leader du mouvement Askanu Sénégal dans les rendez-vous de la diaspora sur Sénévision. C'était à la réalisation Pafal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup.